Au sommaire de cette édition, au Burundi, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai prochain a débuté ce mardi et doit durer 14 jours. À Madagascar, les 13 députés de l'opposition ont boycotté l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et puis au Brésil, l'ancienne chef d'État Dilma Rousseff a prédit depuis Buenos Aires que Luis Ignacio Lula da Silva va gagner les élections d'octobre, même depuis la prison. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au Zimbabwe, les travailleurs se sont joints au reste du monde pour commémorer le 1er mai, et ce, malgré les défis et les problèmes du secteur du travail dans le pays. Rien n'a changé pour les travailleurs zimbabwéens. Nous avons encore des problèmes avec les prix, nous avons encore des problèmes avec la sécurité de l'emploi. Nous avons encore des problèmes avec nos libertés civiles. Nous devons encore lutter pour obtenir notre permission de manifester. Et nous avons encore des problèmes avec les lois comme la POSA, la IPA. Par un jour comme celui-ci, je suis surpris de voir qu'aucun fonctionnaire du gouvernement n'a assisté aux célébrations. Même le ministre du Travail est absent à une telle occasion. Si vous voyez un gouvernement boycotter les célébrations de la journée des travailleurs, c'est comme s'il se boycottait lui-même en abandonnant le programme de faire avancer le pays. Nous pensons que les Zimbabwéens ont un certain nombre de décisions sociopolitiques et économiques clés à prendre. Et nous espérons que ces décisions, une fois prises, reflèteront les aspirations des Zimbabwéens à rapprocher la nation de la justice sociale pour tous. Au Burundi, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai prochain a débuté ce mardi et doit durer 14 jours. Ce référendum constitutionnel devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 si le oui l'emportait. La campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi a été lancée mardi et doit durer 14 jours. Seule la campagne pour le oui ou le non est autorisée. Le décret présidentiel publié il y a une semaine prévoit en effet une peine allant d'1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter. Au total, 26 partis politiques, en très grande partie proches du parti au pouvoir CNDD-FDD et la coalition d'indépendants dénommée Espoir des Burundais, ont été autorisés à faire campagne. L'opposition en exil, regroupée au sein de la coalition Sénared, a appelé la population à boycotter un référendum qui va, selon elle, signer l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha de 2000. Les quelques partis politiques d'opposition encore présents dans le pays ont appelé à voter non. Le parti d'opposition Rassemblement national pour le changement RANAC s'est dit inquiet car le gouvernement n'a pas encore communiqué officiellement le projet de constitution révisé pour qu'il soit étudié et que le peuple sache avec certitude le contenu du test qui lui sera soumis. Même la coalition Espoir des Burundais, représentée par 5 membres au gouvernement, assure ne pas avoir connaissance du test définitif. À Madagascar, pour la 9e journée consécutive de manifestation, les 13 députés de l'opposition, rebaptisés députés pour le changement, ont boycotté l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. À 7 mois des élections générales, le chef de l'État est confronté à une fronde inédite depuis son arrivée au pouvoir fin 2013. Les détails. Alors que se poursuit la 9e journée consécutive de manifestation contre le gouvernement malgache, les 13 députés de l'opposition rebaptisés, députés pour le changement, ont boycotté l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, et ce, tant que la Haute Cour constitutionnelle n'a pas examiné leur demande, y compris leur demande de destitution du président. Arrêter toute forme d'hostilité les uns vis-à-vis des autres, déjà d'une part, regarder l'intérêt de la population, c'est-à-dire arriver à une forme d'apaisement au niveau
de la population et surtout, revenir, s'il le faut, discuter. Je crois que chaque député est responsable de son acte et quand il y a une ouverture d'une session ordinaire, n'importe les différentes opinions ou de points de vue, la première chose à faire, c'est de respecter le peuple et de venir à l'ouverture à l'Assemblée nationale. Dimanche dernier, le président Eri a catégoriquement exclu d'obtempérer aux injonctions à la démission de l'opposition qui manifeste dans la capitale Antananarivo contre les lois électorales. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, qui est rentrée dans son pays ce week-end après 4 ans d'exil, contre-attaque. Elle a jugé ce lundi que les accusations de corruption dont elle fait l'objet étaient politiquement motivées. Images et sons. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à la présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans un gigantesque scandale de corruption. Elle a accordé un entretien à son domicile à Zomba, dans le sud du pays. Ce n'est pas un sujet dont je souhaite discuter pour l'instant, mais je veux juste que vous sachiez que ce sujet est politique. Je ne le pense pas, je le sais, j'ai des preuves, a-t-elle assuré. Le scandale a éclaté en 2013 alors qu'elle était présidente. Un audit international a révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses du pays au profit de dizaines de hauts fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. La police a délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre Joyce Banda qui n'a toutefois pas été inquiétée depuis samedi. Ce continent africain a besoin de plus de femmes leaders. Nous avons besoin d'une réserve importante de femmes leaders pour participer à la gestion de nos affaires d'État et pour participer au leadership. Dans mon cas, je croirai toujours que je me suis donné à 100% à ma fonction. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Les gens étaient même inquiets de la façon dont je travaillais, du surmenage. Je crois donc que j'ai fait de mon mieux et je n'aurai jamais de regrets. Son retour au pays intervient à 1 an des élections présidentielles et législatives prévues en 2019. Joyce Banda n'a pas précisé si elle comptait se présenter. Je suis de retour et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse les jeunes prendre la relève? Est-ce que je reste? Cela doit être discuté au sein de mon parti, au sein du comité exécutif national. Elle dirige le Parti populaire PP qui a été affaibli récemment par le départ de plusieurs de ses responsables. À son retour au Malawi samedi, elle a été accueillie par des centaines de ses partisans qui chantaient « Notre mère est là, la lumière doit revenir ». Ce journal se poursuit et l'annonce d'une réforme des institutions et d'une probable élection présidentielle anticipée dès 2019, faite par le président des Comores, Azali Assoumani, suscite la colère de ses adversaires politiques. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du chef de l'État et parle d'un coup d'État constitutionnel. Le président des Comores, Azali Assoumani, a jeté un pavé dans la mare en annonçant une réforme des institutions et une probable élection présidentielle anticipée dès 2019. Le chef de l'État a dans un premier temps dévoilé la tenue le 29 juillet d'un référendum constitutionnel qui pourrait, entre autres, supprimer la règle du mandat présidentiel unique. Si le référendum sur les modifications constitutionnelles était approuvé, il y aurait une série d'élections, dont la présidentielle, à laquelle il serait lui-même candidat. À travers ces réformes institutionnelles, le président comorien entend mettre en œuvre les recommandations des assises nationales qui se sont tenues à Moroni en février dernier pour tirer le bilan des 43 ans de l'indépendance de l'archipel. L'opposition a vivement dénoncé lundi les réformes envisagées par le président, dont elle dénonce la dérive autoritaire. Selon elle, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Nous avons un président qui décide tout seul, sans contre-pouvoir. Et c'est un danger, parce que nous avons connu pendant plus d'une décennie une certaine stabilité qui risque d'être remise en cause par cette décision unilatérale. Mi-avril, l'opposition avait déjà critiqué la décision du président Azali Assoumani de suspendre la haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, en raison d'un nombre incomplet de juges.
Allons à présent au Cameroun où les lanternes se sont éteintes sur les travaux des journées de radiologues d'Afrique francophone et du 9e congrès de la Société camerounaise de radiologie et imagerie médicale. Ces activités, d'une importance à n'en point douter, se sont déroulées dans la ville de Douala au Cameroun. Narcisse Oum, notre correspondant sur place pour le compte rendu. Les lanternes se sont éteintes sur les travaux des journées des radiologues d'Afrique francophone et du 9e congrès de la Société camerounaise de radiologie et imagerie médicale organisé dans la ville de Douala au Cameroun. Un rendez-vous scientifique annuel qui a regroupé près de 300 médecins spécialisés en radiologie, des ingénieurs biomédicaux, des techniciens d'imagerie médicale d'Afrique francophone, mais aussi des représentants industriels et des invités des autres continents francophones. Pendant 4 jours, ces spécialistes des métiers de la radiologie ont débattu sur la thématique « L'accès optimal aux technologies avancées en imagerie médicale en Afrique ». Plusieurs résolutions importantes ont été prises. Les 14e journées de radiologie qui avaient pour thème principal accès optimal aux technologies avancées ont tiré plusieurs résolutions. Une des plus fortes, c'était sur la notion de qualité et de recours utile et pertinent aux examens d'imagerie médicale, structurés pour permettre à nos populations de bénéficier des disponibilités technologiques qui sont de plus en plus croissantes, notamment en scanner multibarrette et en IRM de haut champ. Un satisfait pour ces participants. Au sortir de ces 14e journées de la Société de radiologie d'Afrique noire, nous avons eu beaucoup d'innovations. Déjà, le thème qui est l'accès optimal aux nouvelles technologies, qui a été vraiment pour nous très bien débattu. Les débats étaient très enrichissants. Elles étaient très bien organisées. Le peuple camerounais nous a accueillis avec son hospitalité légendaire. À noter, c'est le Bénin qui accueillera l'année prochaine la 15e journée des radiologues d'Afrique francophone. Et puis pour finir, au Brésil, plus de 2000 partisans de l'ex-président Lula ont manifesté à Curitiba, dans le sud du pays où l'ancien chef de l'État purge une peine de 12 ans de prison. Vêtus de rouge, la couleur du Parti des travailleurs, les sympathisants de l'icône de la gauche Luis Ignacio Lula da Silva étaient venus soutenir celui qui reste le favori des sondages pour la présidentielle d'octobre prochain, et ce, malgré son emprisonnement. C'est la première fois que Lula n'assiste pas à un 1er mai en 50 ans. Ce n'est pas rien. En un sens, nous faisons tous un gros effort pour faire ce que Lula a demandé, représenter sa voix, représenter sa présence. Menant une campagne internationale pour la libération de l'ancien président Luis Ignacio Lula da Silva, l'ancienne chef d'État Dilma Rousseff a prédit depuis Buenos Aires que l'icône de la gauche va gagner les élections d'octobre. Libre ou en prison, il sera élu président de la République fédérale du Brésil. J'ai peur pour la vie de Lula. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. J'ai peur de la nourriture qu'il mange, de l'eau qu'il boit. Nous avons essayé de voir Lula. Ils ne nous l'ont pas autorisé. Ils ne nous laissent pas entrer dans la prison de Curitiba. Lula est un prisonnier politique. Il l'accuse d'un crime qu'il n'a jamais commis. À 72 ans, Luis Ignacio Lula da Silva purge depuis le 7 avril dernier une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.